Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 450 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Cet homme est en t-shirt même en hiver. Tu as repris les bonnes habitudes? Ouais, bah, j'ai remis le chauffage, surtout, faut être honnête. D'accord, tu es à l'intérieur. Voilà. C'est une bonne info. Voilà, tu fais les émissions de l'intérieur. Ouais, c'est mieux quand même. Non, mais voilà, on le précise. Lucas est en Suède, donc il a le chauffage moins fort. Bonjour Lucas. Ouais, salut tout le monde, salut messieurs. Ouais, c'est un peu moins fort. Mais juste avant de commencer, Alain, j'aimerais juste prendre la parole 30 secondes, demander à Raph de se retourner rapidement s'il ne me voit pas derrière. Je reviens fort sur les pronos, hein, tu sais. Ouais, t'inquiète. Je te laisse revenir pour te faire croire et puis je remets une accélération à la fin, t'inquiète. Bon, donc merci. Bonjour Lucas. Donc Lucas, on souhaite. Moi aussi. Donc on dira pas qu'il y en a un qui va plus fort sur le chauffage et que Greta Thunberg le juge, mais voilà, Raphaël est en t-shirt alors qu'il fait très froid maintenant. Qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire que cette émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Et n'oubliez pas que si vous avez des cadeaux de Noël à faire à un fan de NFL, eh bien, il y a aussi des maillots et des casquettes chez JD Sport. Vous avez tous les liens dans l'article du podcast sur le site. Des surprises encore, messieurs, en NFL cette semaine, mais surtout des Patriots en grande forme et des favoris qui tapent du poing sur la table. On se plonge dans tout ce qui s'est passé en semaine 10 dès maintenant. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! On commence avec une équipe qui n'est pas restée longtemps dans les profondeurs du classement et qui revient à la une et qui revient dans le premier match débriefé de la semaine. C'est les Patriots, victoire 45-7 sur les Browns avec une grosse attaque au sol, une défense efficace, un quarterback qui distribue et surtout un coaching impeccable des deux côtés du ballon. Nous ne sommes pas au début des années 2000, messieurs, à New England, mais ça y ressemble. Les Pats en démonstration contre les Browns. Je commence par la conclusion. Est-ce qu'ils sont des prétendants très légitimes aux playoffs maintenant? Oui, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Déjà, à partir du moment où la moitié, voire les trois quarts de la NFL sont des prétendants aux playoffs, la question, en tout cas, la réponse est assez rapide. Mais en tout cas, ils montrent que oui, ils sont des prétendants aux playoffs, voire même peut-être un petit peu plus. Raphaël. Oui, ils sont clairement prétendants parce que là, ils commencent à trouver un rythme de croisière offensif et défensif, j'ai même envie de dire, parce que la défense aussi, à mon sens, progresse. Elle a été correcte en début de saison, mais là, elle passe un cap aussi. Donc oui, ils sont largement prétendants aux playoffs. Il y a le coaching, il y a une équipe en progression des deux côtés du ballon. Il y a une AFC qui se cherche, j'ai envie de dire. Donc oui, ils le sont forcément. Et c'est pas loin. Enfin, c'est finalement, quand tu regardes en ce moment, de ce qu'on voit depuis 3 semaines, c'est une des équipes les plus complètes, j'ai envie de dire, de la ligue, en fait. Celle qui fait pas de gros ratés, quoi, pour le moment, qui passe pas totalement à travers ces matchs. Alors, il faut commencer par Mac Jones, 19 sur 23, 198 yards, 3 touchdowns, aucune interception. C'est le quarterback qu'il leur fallait, Lucas. Oui, c'est le quarterback qu'il leur fallait. J'étais le premier à douter du fait de laisser partir Cam Newton parce que avoir un petit peu de sécurité,
par rapport à Mac Jones. Finalement, on l'a dit depuis quelques semaines, il n'avait pas besoin de sécurité. Mac Jones, il restait pas sur des grands matchs. Hein. Aussi, il faut le dire, leur dernière victoire était surtout grâce à la défense. Raph l'a dit. Et là, il revient vraiment bien, comme on l'a vu en début de saison, avec pas mal de bonnes passes, pas mal une bonne gestion. Alors, c'est sûr que ça facilite quand on prend l'avantage rapidement et quand on a une bonne défense aussi. Mais c'est vrai que là, il est redevenu et il a refait un bon match, voire un très bon match. Et c'est rassurant, d'autant plus pour les Patriots. Ouais. Raphaël, les analyses draft, notamment ceux de l'équipe, nous disaient qu'il n'a pas un plafond très élevé, mais finalement, il a quand même un niveau satisfaisant pour gagner ce genre de match. Il n'a pas besoin d'être Aaron Rodgers. En fait, s'il est hyper efficace et qu'il ne perd pas le ballon, ils sont dans tous les matchs, à la manière de ce qu'ils cherchaient de Brady à une époque, d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement, c'est ce qu'il cherchait de Brady sur sa première dynastie Patriots, j'ai envie de dire, ses premiers titres à New England, où peut-être qu'on lui demandait plus d'être dans le game management avec une grosse défense pour l'accompagner. Là, c'est le cas, ça y ressemble. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois avoir quelqu'un avec un plancher correct plutôt qu'un plafond qui ne sera jamais atteint? C'est aussi un autre sujet. Après, moi, sincèrement, sur ce qu'on voit sur ce match, je ne dis pas qu'il sera le Aaron Rodgers du futur, et voilà, mais je trouve que sur un match comme ça, il montre qu'il peut être plus qu'un game manager aussi, parce qu'il est allé chercher des lancers compliqués de plus de 10 yards. Il y a notamment cette superbe passe pour Kendrick Bourne de 24 yards, où vraiment il la met parfaitement là où il faut. Il ne peut pas la mettre mieux que ça entre deux défenseurs et pour son receveur. Donc, il sera effectivement trop tôt pour dire qu'il sera Aaron Rodgers ou qu'il ne le sera pas, mais j'ai trouvé que là, sur ce match-là, il a quand même pu montrer l'étendue de sa palette, et que c'est une palette assez intéressante, et que pour le moment, il ressemble à la bonne affaire au poste de quarterback parmi les premiers tours. Mais on n'en est qu'à 8 matchs, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai été plutôt convaincu, même pour le futur, on va dire, sur cette performance. Il est bien aidé par un jeu au sol à 184 yards. Le coureur du jour, c'est Ramondre Stevenson, choix du 4e tour. 100 yards en 20 courses, c'est 5 yards par course tout rond. Les fétichistes des maths là, ont vraiment apprécié. Je répète encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, mais coaching impeccable quand même de cette équipe de New England, non, Lucas? Oui, coaching impeccable. C'est sûr que Josh McDaniels, il est en train de se régaler. Il a Mac Jones, il a des armes offensives. On a beaucoup parlé des recrues défensives. Notamment il y a quelques émissions, on parlait de Matt Judon qui avait explosé directement, et on attendait un petit peu plus des recrues offensives parce qu'on sait qu'ils ont mis beaucoup d'argent aussi en attaque. Et Raph en a parlé, Kendrick Bourne, il fait un super match, il fait 140 yards, et il y a cette room, cette classe cette salle de running back qu'on attendait aussi beaucoup, et elle est en train de prouver que peu importe le running back qu'il y a, parce que d'habitude c'est Williams Damian Harris, et il fait beaucoup de yards. Et bien là, il n'était pas là. James White, on le sait, est blessé. Et comme tu le dis, c'est Ramondre Stevenson qui prend le relais, Bolden qui est aussi là. Et en fait, voilà, de par le coaching, de par cette attaque qui commence à être de plus en plus explosive, les running backs prennent du poids, et les lanceurs, on parle d'Hunter Henry aussi, les receveurs, Hunter Henry qui reçoit 2 touchdowns. Voilà, il y a tout le monde qui commence à prendre vraiment du poids, notamment en attaque. Et c'est vrai que ça fait du bien. Le retour de Trent Brown sur la ligne offensive, à mon avis, n'est pas aussi anodine sur cette performance d'un coureur sorti de nulle part, et sur même la façon dont les Patriots ont bien géré les blitz et les surblitz de la défense de Cleveland, qui avait pour grosse qualité depuis le début de saison d'avoir un pass rush efficace. Là, il a été annihilé totalement, et derrière, ça a déroulé tranquillement. Raphaël, cette victoire, en termes de coaching impeccable, elle est aussi défensive. Les Browns ont marqué sur leur première possession, et derrière, plus rien. Ils sont complètement stoppés. 217 yards au total, 1 sur 11 sur 3e tentative. Baker Mayfield mis au supplice, finalement blessé. Encore une fois, on en revient au coaching. Ils ont complètement dominé cette attaque de Cleveland, qui est censée… Alors évidemment, il n'y avait pas Nick Chubb, mais ils ne sont pas censés être… Baker Mayfield, il n'est pas censé être à 73 yards à la fin du match, quoi. Non, c'est-à-dire 73 yards, ça fait vraiment pas beaucoup. Oui, ils les ont dominés. Pas mal de snaps en zone, de couverture de zone qui a eu l'air de déstabiliser Baker Mayfield. Non, mais ils ont dominé effectivement dans tous les secteurs. Il y a une ligne défensive qui
qui augmente en niveau à l'image d'ailleurs aussi du rookie, hein, Christian Barmore au milieu de la ligne, qui abat un boulot monstre et qui y va, quoi, hein, il met la viande au milieu de la ligne. Non, ouais, c'est un super match. Quand il y a une telle domination comme ça, en fait, des deux côtés du ballon, c'est vrai que c'est difficile de dire, d'aller au-delà que oui, ils ont gagné tous les match-ups, en fait. Il n'y a pas un seul match-up qui perdent. C'était bien défendu. Ils ont poussé Baker Mayfield aux erreurs. Ils ont profité de l'absence de Nick Chubb. Bon, bah... Dans ce cas-là, si on regarde dans l'autre sens, Lucas, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour Kevin Stefanski de ce manque d'ajustement? Parce que pour le coup, lui, il ne s'adapte pas du tout là, dans ce match. Clairement. Je lisais sur NFL.com, alors l'analyse n'est pas de moi, mais je vous la fais partager parce que je l'ai trouvé très juste, que en fait, Stefanski, il est arrivé très préparé sur son premier drive, et Raph l'a dit, le premier drive est incroyable, et quand on voit ce premier drive avec D'Ernest Johnson qui est très bon à la course, on se dit ça va être compliqué pour les Patriots, et en fait, il y a les ajustements, en tout cas, il y a la durée du match qui fait que Bill Belichick prend nettement le dessus, comme vous le dites depuis tout à l'heure, sur Kevin Stefanski, et en fait, en effet, ça montre et ça met en lumière le manque d'ajustement du côté des Browns. En effet, quand il n'y a pas Nick Chubb, c'est compliqué en attaque. Et des deux côtés, ça a été compliqué. Et le coaching staff n'a rien pu faire pour les sortir un petit peu de ce match galère, tout simplement. Il y a 24-7 à la mi-temps, mais il doit y avoir bien plus. Il y a une interception de J.C. Jackson qui doit garder. Finalement, ça finit en passe incomplète. Il y a un fumble que les Patriots doivent récupérer. C'était vraiment un match qui est allé uniquement dans un sens. C'est le syndrome Minnesota Vikings, on commence bien, et puis après, une fois que ça s'ajuste en passe... Ils ont fait l'inverse cette semaine. Cette semaine, ils ont fait l'inverse, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Un dernier mot pour terminer, Baker Mayfield, on s'inquiète un peu je ne vais pas dire son incapacité à porter l'attaque, mais en gros, bah oui, si en un sens, on a dit Nick Chubb sera pas là, ça va être difficile, bah oui, Nick Chubb est pas là, c'est difficile. C'était quand même un numéro 1 de draft, Baker Mayfield, donc on est en droit d'attendre un poil plus, non? Oui, on est en droit d'attendre plus. Si je dis pas de bêtises, en plus, c'est cette intersaison que les Browns doivent lever ou non sa 5e année en option. Mais je me trompe peut-être. Ou lui filer un gros contrat. J'avoue que je suis pas le plus affûté sur les contrats. J'ai un petit doute, mais bon, clairement, c'est vrai qu'il cette saison, il passe toujours pas de palier, il passe toujours pas de cap. J'ai l'impression que, ouais, on peut se dire qu'il est un peu arrivé à son max, ce qu'on voit dans les bons matchs et des fois des moins bons, et il est au milieu de tout ça. Bon. Plafond, Lucas? Ouais. Oui, je pense. Je suis totalement d'accord avec Raph. Je voulais simplement ajouter, puisqu'on est sur le point de passer à autre chose, mais le premier touchdown de Jacoby Myers de sa carrière, et en fait, je le note parce qu'une fois qu'il a marqué son touchdown, toute l'équipe, quasiment toute l'attaque, était avec lui dans la end zone. Et pour moi, c'est aussi le signe d'une équipe qui est très solidaire, qui a du caractère, et c'est important, surtout quand tout est très serré comme ça dans cette AFC. On passe en effet au match entre les Raiders et les Chiefs, 14 pour les Raiders, 41 pour les Chiefs. Est-ce que les Chiefs sont de retour? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Raphaël, je te vois sourire. Retour. Tu aimes mon raccourci? Oui, j'aime ton raccourci. Je dirais pas qu'ils sont de retour dans le sens où on voit encore quelques problèmes persistants. Il y a une défense qui fait son meilleur match de l'année, mais vous me direz que c'est quand même pas très compliqué vu ce qu'ils avaient fait jusque-là cette saison. Bon, il y a toujours eu des petites erreurs de Mahomes, toujours eu des lancers un peu étranges. Mais c'est vrai que par contre, en termes de points et d'efficacité, ils ont retrouvé quelque chose. Alors après, je pense qu'il y a un gros raté des Raiders sur la façon dont ils ont joué, en jouant la plupart de leurs snaps avec un seul safety en profondeur, alors que jusque-là, la plupart des équipes affrontaient les Chiefs avec des cover 2, tout ça pour perturber Patrick Mahomes. Donc les Raiders ont une approche particulière du match, mais oui, ça marche. Et moi, là où je te rejoindrai un peu, c'est que je pense qu'ils sont pas de retour au top, mais ils sont sur ce chemin-là, et que dans une AFC très disputée, je suis pas sûr que beaucoup de monde ait envie de rencontrer les Chiefs en play-off dans 2 mois si Kansas City continue à s'améliorer. Oui, parce que play-off, ils sont leaders de la AFC West. Donc, les playoffs, on peut y repenser sereinement. 500 yards en attaque, 5 touchdowns, pas d'interception. Lucas Oui, mais je suis assez d'accord. Moi, je m'enflammerai pas tout de suite. Comme on a mis un peu de temps avant de dire que c'était inquiétant, parce que c'était les Chiefs, je pense qu'il va falloir mettre un peu de temps avant de dire que c'est rassurant.
parce qu'en effet, il y a des choses qui vont mieux. Raph l'a dit, Travis Kelce qui est beaucoup mieux, la ligne offensive qui fait un très bon match, qui a bien protégé Mahomes, la défense qui est mieux quand même, il faut le noter, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses quand même qui posent question, et il y a quand même 17-14, je crois, en début de troisième quart-temps. Alors, parce que moi, je vais pas vous mentir, le match, c'était le match de la nuit de dimanche soir, j'ai pas vu le match avant de voir les résumés, avant de voir les résultats, avant de lire un petit peu les observations. Je me suis dit que ça allait être un match vraiment extrêmement dominé par les Chiefs, et puis j'ai vu ce match, et je me suis dit, finalement, on me l'a peut-être un petit peu survendu, parce que Mahomes, il fait quand même des lancers qui sont, notamment ce touchdown, où il lance comme il a l'habitude de le faire, mais de l'autre côté de son corps, comme on dit, et où le safety des Raiders dort complètement, et le running back des Chiefs récupère ce ballon. Et c'est un touchdown magnifique, mais ça doit faire une interception. 2 jeux avant, je crois qu'il y a une interception aussi qui est complètement loupée par les Raiders. Voilà, bien sûr qu'il y a du mieux, bien sûr et puis c'est toujours aussi amusant, fun de voir Mahomes jouer comme ça. Maintenant, voilà, ne nous enflammons pas quand même si c'est vrai qu'ils ont encore beaucoup de temps avant les playoffs, et en plus, maintenant, ils ont l'expérience pour eux. Lucas, il vient de me dire poliment que mon résumé n'était pas assez bon. C'était pas du tout fidèle à ce qu'il y avait. Bon, Travis Kelce et Tyreek Hill étaient de retour aussi. Je suis tombé sur un article d'ESPN tout à l'heure qui m'a rappelé que Josh Gordon était dans cet effectif. Dis donc, il a même pas touché encore un ballon dans ce match. Bon, en tout cas, c'est mieux. Du côté de la défense, ils prennent que 14 points. Est-ce que c'est une bonne performance défensive, ou est-ce que c'est juste les Raiders qui sont perdus? Parce que c'est vrai qu'il y a une équipe de Las Vegas en face qui a des difficultés. La perte d'Henry Ruggs, ça n'a pas aidé. DeSean Jackson était censé prendre le relais. Alors, vous savez ce que j'en pense. C'est-à-dire que j'y croyais pas une seconde. On a vu qu'en effet, il n'y avait pas à y croire, puisqu'il a même perdu le premier ballon, je crois. C'est le premier, je ne sais plus. Enfin, oui, première réception, premier fait. Voilà. Bon, est-ce qu'ils sont juste perdus, ces Raiders, ou est-ce que c'était des bons Chiefs en défense? Non, moi, je serais un peu entre les deux. Les Raiders avaient assez d'éléments convaincants, c'est pas du tout le terme que je cherche, mais avaient prouvé assez offensivement depuis le début de cette saison pour te dire que même, et d'ailleurs même après l'absence de Ruggs, ils avaient fait un bon match offensif. Donc je pense que c'est pas ça le problème pour les Raiders. C'est, à mon avis, ils sont vraiment tombés sur une bonne défense des Chiefs ce soir-là. Et ils sont juste un peu moins forts, et voilà, en fait. Enfin, Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai peur qu'ils piquent doucement du nez. Ouais. Enfin, pas piquer du nez, parce que du coup, c'est pas doucement, mais enfin bref, qui sombre doucement, Lucas. Disons que c'est sûr que Carr n'a pas été forcément rassurant, mais c'est vrai que j'ai envie, autant je viens de dire que l'attaque a été bonne, mais il va falloir attendre confirmation. Autant, il faut quand même noter que la défense des Chiefs, ça fait quelques semaines qu'elle est bonne. La semaine dernière, c'était face aux Packers, certes sans Aaron Rodgers, mais elle a été bonne quand même. La semaine d'avant, il me semble que c'est face aux Giants. Je crois que c'est ce match-là. Elle a été bonne aussi, même si ce n'est que face aux Giants. Là, elle fait un très bon match face aux Raiders. Tyrann Mathieu a été très bon sur Darren Waller, qui fait que 24 yards, et on le sait à quel point il peut dominer. Voilà, je trouve que cette défense, il y a du mieux. Et de toute façon, on le sait, en plus, cette défense, elle n'a pas besoin d'être incroyable si l'attaque se met à l'endroit. Donc, il y a un peu de mieux. Maintenant, c'est vrai que les Raiders, c'est un petit peu inquiétant, mais voilà, je préfère retenir du côté des Chiefs cette fois-ci. Les Chiefs jouent les Cowboys la semaine prochaine, hein, donc au niveau test défensif, ça va être pas mal. Petit fait quand même, moi je trouve, c'est Josh Jacobs qui disparaît au fur et à mesure. Il était exceptionnel sa saison rookie. Et en fait, si tu regardes ses stats, il était à 4,8 yards par course pour sa saison rookie, 3,9 l'an dernier, 3,7 cette année, 14 courses, 50 yards sur ce match-là. C'est bon, voilà, c'est les coureurs au premier tour, hein, ça va, ça vient, mais c'est dommage. Il avait très très bien commencé sa carrière. Chargers 20, Vikings 27. Les Vikings qui ont mené à la mi-temps, qui étaient menés, pardon, je crois à la mi-temps, ils ont réagi, sont repassés devant quand les Chargers ont marqué dans le troisième quart. Je m'embrouille. Ils ont enfoncé le clou dans le dernier quart. Ils ont converti une quatrième tentative pour sceller l'affaire. En tout cas, ça c'est sûr. Les Vikings ont un bon effectif. Est-ce qu'ils ont enfin compris qu'ils sont une bonne équipe? Il y a même enfin eu un peu d'audace de Mike Zimmer comme ça. Il y a une quatrième tentative pour tuer le match dans le dernier quart. Bon, ou alors il a juste fait son petit coup qui sauve sa place, habituel, quoi. Je vais laisser Raph répondre. Je sais qu'il aime bien Mike Zimmer. Non, bah écoute, je sais pas il y a enfin un déclic pour cette équipe, mais c'est clairement ce genre de prestation qu'on attendait un peu plus de la part de Minnesota, quand on voit, comme tu dis, le talent qu'il y a des deux côtés du terrain, malgré des grosses absences, hein, comme celle d'Anthony Barr par exemple en défense. Mais bon, bah là, c'est Kendricks qui fait un bon match.
Jefferson, leur receveur, fait un excellent match en attaque, lui, pour sa part. Donc, ouais, c'est vraiment c'est ça qu'on attend de la part des Vikings semaine après semaine finalement. Ils ont enfin réussi à mettre les deux côtés du ballon ensemble sur un même match. Il y a eu, comme tu l'as dit, un peu d'audace, même avec globalement d'audace dans le play call, hein, avec un Kirk Cousins à qui on demande un peu plus que juste de faire des check downs. Et il a quand même cette capacité à pouvoir faire plus que des check downs. Donc, ouais, je sais pas. Malheureusement, le passif de Zimmer du côté des Vikings commence à être un peu long pour se dire que juste ce match-là va tout changer. C'est le déclic qu'il faut, mais espérons qu'il s'en inspire. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on l'a un tout petit peu évoqué. D'habitude, il commence fort et il décline. Là, ça a été l'inverse. Et c'est quand même notable et important pour eux. Et puis, je suis assez d'accord. Ils ont donné le ballon à leur meilleur joueur. Dalvin Cook touche 27 ballons. Jefferson est ciblé à 11 reprises. Donc voilà, en attaque, en tout cas, ils donnent le ballon à leur meilleur joueur et ça fait du bien. Et en plus, c'est une attaque équilibrée. Je crois je me suis noté 37 passes, 33 courses. Donc, pour cette équipe-là qui est en plus complète, on le sait, en attaque, ils peuvent tout faire, c'est bien de tout faire. Et alors, certes, comme le disait Raph, je ne suis pas sûr que ça donnera un déclic, notamment voilà, du côté de Mike Zimmer. On sait qui il est et on sait qui il restera, certainement. Mais ils ont quand même les atouts pour gagner des matchs. Et on l'a vu. Et en plus, on parlait d'agressivité et d'audace, cette quatrième tentative en fin de quatrième quart-temps pour finir le match, c'est très important. Et c'est notable. Donc, voilà, les Vikings, certes, ne seront pas l'équipe qu'on aimerait qu'ils soient. Mais même en étant comme ça, je pense qu'ils peuvent gagner des matchs et plus que ce qu'ils en ont gagné depuis le début de la saison. Bah ouais, avec un tel effectif, c'est ce que tu disais, hein, il y a vraiment Jefferson est à 143 yards, Cook à 94 au sol, Thielen à 5 réceptions. Il y a quand même tellement de matos que c'est terrifiant qu'ils n'en fassent pas plus. Le fait du match, c'est peut-être justement que leur défense aussi limite les Chargers à 253 yards. Ça va beaucoup moins bien pour les Chargers. 3 défaites en 4 matchs. Ils retombent largement sur terre. C'est quoi le plus inquiétant d'ailleurs? Est-ce que c'est l'attaque ou est-ce que c'est la défense? Parce qu'on savait déjà que cette défense était la pire contre la course cette saison. Il y a pas mal de blessés. Et puis là, maintenant, c'est l'attaque qui cale. Ils n'ont pas dépassé les 24 points depuis 4 matchs en attaque. Ouais, moi pour le moment, je reste un peu plus embêté par les prestations défensives. Alors, il y a pas mal d'absents dans le backfield défensif du côté de notamment le rookie Asante Samuel. Ouais. Il y a pas mal de blessés, mais c'est vrai qu'on attendait à ce que Brandon Staley apporte sa patte défensive à cette équipe. C'est pour ça qu'il a été choisi notamment, enfin pas pour ça, mais c'est une des raisons après une grosse saison notamment une grosse saison chez les Rams. Donc ça, on la voit pas encore cette patte, possiblement à cause des blessures parce que son système défensif est quand même basé sur un gros backfield défensif avec de nombreux joueurs sur le terrain, etc. Mais bon, moi, c'est plus là que ça m'embête, c'est qu'on ne voit pas de progression à ce niveau-là en défense depuis le début de la saison. L'attaque, je trouve qu'il y a du matos et par séquence, tu vois que c'est une attaque qui peut aller produire, donc je suis moins inquiet quand même. La défense a pris au moins 27 points sur 4 des 5 derniers matchs. Et puis il y a ce problème de défense contre le sol. On le répète chaque semaine, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, on a assez encensé Brandon Staley quand ça allait très bien. Pour le dire aussi quand ça va un petit peu moins bien, Raph en a un petit peu parlé, il est de moins en moins agressif. Il y a une quatrième tentative qui tente pas, qui fait mine de tenter pour faire sauter les défenseurs des Vikings qui le font pas. Finalement, il décide de punter. Je crois que c'est dans les 40 yards adverses. Ça lui ressemble pas. En fin de match, ils sont menés de -10, ils prennent le field goal, ce qui est logique mathématiquement parce que de toute façon, il faut marquer 2 fois. Mais c'est vrai que je me suis dit ça leur ressemble pas. Voilà, c'est un petit peu moins agressif, c'est un petit peu moins bon au niveau du coaching staff. Rien d'inquiétant, je pense, parce qu'en effet, de toute façon, il y a Justin Herbert, et c'est aussi là que je rejoins Raph, c'est que la défense m'inquiète plus que l'attaque parce qu'il y a Justin Herbert. Mais Brandon Staley, voilà, je reviens à ce que je disais au début, on l'a encensé quand ça allait très bien, il faut le dire, ça va un petit peu moins bien en ce moment. On passe aux Cardinals 10, Panthers 34. Cam Newton a un message pour vous. The energy they said that Cam brings. Alors, je pensais qu'on l'entendait plus fort. Ouais. Désolé, on entend l'arbitre. Vous avez vu? Pénalité. Ça, on en reparlera.
Bon, j'essaie de remettre un peu de son, excusez-moi. Panthers donc s'impose contre les Arizona Cardinals. Retour de Cam Newton, victoire des Panthers. Faut quand même préciser qu'il n'était pas quarterback titulaire sur ce match parce que bon, il a été titré, il est dans le titre et sur la photo sur le site, etc. Il marque un touchdown sur ses 2 premières actions. C'est moi, alors en aparté, est-ce que Cam Newton a été aux Panthers ce que les Saints rêvent de faire avec Taysom Hill depuis 3 ans? Juste avant qu'on commence, ça, c'était ta manière à toi de me dire que le résumé n'était pas bon. Tu sais qu'en le disant, je me suis dit c'est Lucas qui l'a fait en plus. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'était le fait du match, de toute façon, le retour de Cam Newton, clairement. C'est un peu plus glamour et un peu plus fun que Sam Darnold. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, de toute façon. Oui. Cette équipe est un peu plus fun quand Cam Newton est là. Non, mais du coup, c'est vrai, c'est quand même le Taysom Hill du riche, Cam Newton, sur ce match. Oui, je suis d'accord. Moi, je me suis noté et j'aimerais, mais ça n'arrivera pas, mais j'aimerais qu'il ne le mette pas titulaire, qu'il ne soit pas titulaire et qu'il garde comme ça, comme un gadget, un petit peu comme l'était Cam Newton. On sait ce qu'il vaut. Il l'était l'année dernière aux Patriots. C'est un joueur avec beaucoup de caractère, du leadership, on l'a vu et on en a peut-être un petit peu douté lors de ses premières années aux Panthers. On l'a vu l'année dernière, il a énormément de leadership et tout le monde le dit du côté de Carolina depuis qu'il est arrivé. Donc, il est très important et je pense qu'il peut leur faire beaucoup de bien, mais peut-être pas en tant que quarterback titulaire. On connaît les défauts qu'il peut avoir et j'ai pas été PJ Walker, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et quand on rajoute un Cam Newton qui peut être exactement comme un Taysom Hill, c'est-à-dire gadget, capable de courir, capable de passer, pas seulement un quarterback qu'on met pour courir, mais qui peut aller de partout. Je pense que ça peut faire un très bon combo. Après, je sais que quand on dit quand on a 2 quarterbacks, on n'en a pas un, mais je pense que ça peut fonctionner. Malheureusement, à mon avis, ils vont le mettre titulaire assez rapidement. Oui, apparemment, la tendance, c'est d'essayer de le mettre dès la semaine prochaine. Après, clairement, moi, si tu as le ballon sur les 2 ou 3 yards et qu'il y a un mec à qui donner le ballon, c'est Cam Newton. Parce que quand tu vas arrêter un frigo pareil, quand il décide de courir, bon courage. Celui qu'on n'a pas mentionné, c'est quand même Christian McCaffrey. Il est de retour et ça change tout. 13 courses, 10 réceptions, 161 yards au total. C'est peut-être ça, en fait. Cam Newton, il a aussi éclipsé le retour de Christian McCaffrey, non, Raphaël? Oui, qui en plus n'a pas été surutilisé sur ce match, ce qui est une bonne nouvelle parce que je pense que quand même Carolina, pour là, la fin de saison et même l'avenir, doit pas de moins en moins l'utiliser, mais vraiment limiter sa production par rapport aux premières saisons où c'est 20 touches par match, plus les réceptions. Donc au moins, s'ils commencent à trouver des solutions pour le faire jouer un peu moins, mais que rester performant offensivement, c'est une bonne nouvelle pour eux. Oui, le retour de McCaffrey change effectivement. Après, je pense qu'ils bénéficient aussi tous un peu d'un non-match d'Arizona. Voilà, j'allais vous demander si c'était au final, parce qu'on s'enthousiasme, les Panthers sont revenus, Cam Newton est revenu, patati patata. Bon, en face, c'est les Cardinals sans Kyler Murray, sans André Hopkins, avec Colt McCoy blessé en cours de route. Oui, on voit, enfin, j'ai envie de dire, sur ce qu'on voit depuis ce début de saison, on voit quand même que les meilleures équipes laissent tout filer un match ou 2 par-ci par-là, un peu bêtement, sans être vraiment dans le truc. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce jour-là pour les Cardinals quand même. Je suis pas sûr que Carolina va pouvoir refaire ce genre de prestations offensives toutes les semaines. Mais... Lucas, victoire significative ou pas au final? Non, offensivement, je suis d'accord avec Raph. Et pour parler des Cardinals, en effet, je pense que apparemment Murray était limite à pouvoir jouer. Et je pense que vu qu'ils ont gagné la semaine dernière, ils se sont dit, si on doit lâcher un match, lâchons-le. Ils l'avaient peut-être prévu la semaine dernière, ils ont gagné. Alors, peut-être qu'ils l'avoueront jamais, mais ils se sont dit, voilà, une victoire, une défaite. Donc, offensivement, je pense que les Carolina ne fera pas cette prestation-là. Maintenant, défensivement, je les ai trouvés très bons et ils reviennent très bons. Ils l'ont été en début de saison. Et voilà, il faut noter Shaq Thompson. Je trouve qu'il fait une saison incroyable. Pour moi, c'est en ce moment le meilleur linebacker de la ligue au sens de linebacker à l'intérieur. Il est vraiment partout. Je pense que c'est le cœur de cette défense. Il est très bon. Et je vous le disais il y a 2 semaines, moi, je n'ai pas perdu espoir encore du côté des Panthers. Je pense qu'ils peuvent être dans la course au moins jusqu'au bout. Oui, ouais, avec leur défense, il va falloir voir ce que ça donne avec Newton aux manettes, quoi. Puisque ça va être. En tout cas, c'est une histoire dont la NFL rêve. Hein. Le retour de Cam Newton à Carolina qui les emmène en playoff, je t'assure. Enfin, oui, non, là, mais clairement qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un personnage fun qui apporte quelque chose.
Je veux dire, Ah bah ça s'est vu, il y a pas mal de vidéos là déjà qui circulent sur le banc de Carolina, les joueurs qui se rassemblent autour de lui, c'est lui qui fait le speech en plein match. Enfin, Oui, non, mais alors tu vois, moi je disais ça pour l'équipe, mais pour nous aussi en tant que spectateurs. Je trouve que la Oui. NFL est quand même plus fun quand il y a Cam Newton sur le terrain et qui marque et qui fait des trucs. Tu vois, là, quand il crie et tout ça, c'est Ouais, bien marrant, sûr. ça fait un peu d'agitation quand même. Donc, Carolina prétendant au playoff pour Lucas, pour Raphaël, tu vas peut-être attendre de voir si je comprends bien. Oui, moi j'y crois toujours pas, mais en tout cas en termes de bilan, ils sont encore largement dedans Oui, vu la course pour la 7e place en NFC. c'est ça, c'est un peu ce que disait Lucas. De toute façon, là, la course au playoff, il va peut-être falloir attendre mi-décembre pour qu'il y ait vraiment un écrémage, parce que avec le match de plus le qualifié en plus rajouté l'an dernier, ça fait une course au playoff très très large maintenant qui va durer un peu plus longtemps. Petite pause et le reste des matchs. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les autres matchs de la semaine, et évidemment, on commence par une grosse surprise parce qu'il y en a une toutes les semaines en ce moment, et celle-là, elle est pour les Buccaneers qui s'inclinent 29-19 contre Washington. Des Buccaneers complètement amorphes, débordés par Tyler Heinicke, qui n'aime visiblement jouer que contre Tampa. C'est le moment où il se montre. Est-ce que les Buccaneers souffrent tout simplement de leurs absences, Rob Gronkowski, Antonio Brown notamment, ou est-ce qu'il y a un mal plus profond? Il y a un peu de ça quand même, hein. Ça fait 2 matchs où ces deux joueurs-là ne sont pas présents. Ça fait 2 matchs compliqués offensivement pour Tampa Bay. Là, ils ont été en plus bloqués dans leur jeu en profondeur parce que c'était aussi une des forces depuis que Brady est arrivé à Tampa Bay. C'était cette capacité à aller chercher en profondeur, Mike Evans, Chris Godwin, tout ça. Là, Washington a très très bien bloqué le jeu en profondeur aérien de Tampa Bay. Donc oui, il y a un peu ces absences, mais moi je dirais que ça va un peu au-delà pour le moment. Il y a eu une équipe de Tampa Bay qui est pas aussi forte que ce qu'elle a fait, qui est pas sur sa dynamique de fin de saison de l'an dernier, qui est pas sur sa dynamique de playoff, que ce soit offensivement ou défensivement. Attention, c'est clairement pas encore inquiétant. Ils sont encore largement favoris de leur division. Pour moi, c'est encore le favori en NFC. Enfin, je veux dire, pas péril en la demeure, mais je trouve que ouais, tout marche un petit peu moins bien du côté de Tampa Bay et les absences en font partie. Alors, l'absence d'Antonio Brown, notamment, je trouve, au niveau des receveurs, joue pas mal. Lucas, il y a aussi quand même la défense. Moi, je serais plus inquiet pour la défense. Ils prennent des points sur les 4 premières possessions. Ils prennent 39 minutes de possession sur ce match contre eux. C'est difficile en défense quand même. Oui, c'est difficile. C'est vrai que l'année dernière, on les a vus monter en puissance. Ils ont très bien commencé cette saison-là et ils descendent un petit peu. Alors, je suis totalement d'accord avec Raph. On ne va pas s'inquiéter et on ne va pas être alarmiste. Mais c'est moins bien, en tout cas, ça c'est un fait, qu'en début de saison. Donc, il ne faudrait pas que la tendance s'inverse. Et c'est vrai que cette défense-là, et on parlait des absences, et je suis d'accord avec toi pour dire qu'Antonio Brown et même Rob Gronkowski font beaucoup de mal dans le système offensif, mais il y a aussi beaucoup d'absences en défense, et notamment dans le backfield défensif. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver cette solution pour remplacer ou pour trouver un schéma pour être aussi bon que l'année dernière. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, ça donne des matchs où quand on passe à travers son premier quart-temps, avec Tom Brady qui lance 2 interceptions, une, c'est pas forcément de sa faute, la deuxième, elle est vraiment pas belle. Donc, on passe à travers son premier quart-temps, je crois qu'il y a 13-0, et après, on court après le score, et quand notre défense n'est pas forcément aussi dominante que l'année dernière, le dernier drive de Washington fait 10 minutes, je crois que c'est le drive le plus long de la saison pour n'importe quelle équipe, donc c'est vrai que ça donne plus l'opportunité à Tom Brady d'aller gagner des matchs, et ça, c'est dommage. Ça change quelque chose pour Washington, cette victoire? Non. Non. Allez, si on veut être optimiste, ils ont ça peut leur redonner un peu de mojo et de confiance en défense en se disant, bon, on a quand même les qualités, les atouts défensifs pour faire des bonnes prestations. Essayons de continuer et d'imposer un peu le jeu qu'on a réussi à imposer à Tampa Bay, essayons de le continuer défensivement. Donc, défensivement, ça peut peut-être relancer un peu la machine, j'ai envie de dire, mais sur le reste, sur le fond, que ce soit offensif. Ça leur donne l'espoir d'en revenir au même point qu'à la fin de la saison dernière, en fait. Dire, on a une défense prometteuse et il faut qu'on cherche un quarterback. Exactement.
Retour à la case départ. On continue dans la NFC, on va enchaîner un peu dans cette conférence avec les Packers qui ont gagné 17-0 contre les Seahawks. Alors, ça n'a pas été le feu d'artifice annoncé. Est-ce que c'était naïf de croire que le retour de Russell Wilson allait magiquement faire de Seattle un prétendant, qu'ils allaient être dans ce match contre une des équipes les plus chaudes de la ligue, alors que finalement, c'est une équipe qui est bourrée de lacunes, non? Oui, et puis surtout, je pense qu'il n'était pas totalement remis. Je crois que c'était une blessure qui devait le tenir écarté des terrains entre, je crois que 6 à 8 semaines, quelque chose comme ça, et il revient au bout d'un mois. Je pense qu'il n'était pas remis. Et en plus, donc il était en manque de rythme en ce début de match, et en plus, il n'est pas forcément remis. En tout cas, je ne suis pas médecin, mais ça ne donnait pas l'impression d'un Russell Wilson à 100%. Si on ajoute à ça, en plus, comme tu le disais, des lacunes, notamment en attaque et même en défense, des lacunes un petit peu partout, c'est vrai que ça donne un match, où ils ne sont pas invités, tout simplement. Je vous trouve un peu dur quand même parce que ils vont jouer à Green Bay, ils prennent que 17 points en défense. Enfin, c'était une défense ultra critiquée à l'intersaison, en début de saison. Ça fait 2-3 semaines, d'ailleurs, depuis la blessure de Russell Wilson, où pour eux, défensivement, c'est quand même bien plus solide que ce qu'on en dit, 17 points face à Green Bay, c'est pas non plus. C'est vrai. Non, mais ils prennent pas une rouste. Mais ouais, ils prennent ça parce que Jamal Adams a fait une interception. Non, pas que, mais défensivement, ils prennent pas de rouste, tu vois. Moi, je pense que c'est surtout une attaque qui était totalement hors de rythme à cause de Russell Wilson parce qu'il revient trop tôt. Moi, je pense aussi comme Lucas qui revient un peu trop tôt pour le coup. Et voilà, je pense que déjà dans une semaine ou deux, on n'aura pas tout à fait le même visage. Et oui, il y a des trous dans cette équipe, mais Tu les aimes, les Seahawks? Non, mais je suis pas. Enfin, je sais pas. Quand je les vois défensivement comme ça, je trouve pas qu'ils fassent partie des pires équipes de la NFC, tu vois. Non, mais je pense que on avait l'impression que quand Wilson allait revenir, ils allaient exploser tout le monde et qu'ils allaient. Mais là, on voit clairement le gap entre une très bonne équipe de NFC que sont les Packers et les Seahawks. Il y a encore beaucoup de chemin pour devenir une bonne équipe de cette conférence pour cette équipe. Oui, parce qu'on rappelle que chez les Packers, Aaron Rodgers revenait d'une seule semaine d'absence, en l'occurrence, mais il était un peu rouillé, 1 sur 5 sur les passes en profondeur. Mais Edgy Dillon fait un très bon match au sol, ce qui va être important, puisque Aaron Jones va être absent, je crois que c'est 1 ou 2 semaines. Il n'est pas trop touché, je crois, au niveau du genou. Mais encore un très bon match défensif pour Green Bay, parce qu'on disait que Russell Wilson n'était pas prêt. Bon, il était sur le terrain, donc on va juger sur ce qu'on a vu. 6 pressions pour Preston Smith, des bons defensive backs. DK Metcalf qui craque tellement il est contenu. Green Bay est en train de se construire une équipe très très complète aussi. Hein. On parle beaucoup de la malédiction qu'on est en train d'avoir cette année dans le podcast et sur le site. On a parlé de la défense il y a peu de temps des Packers. S'il y en a bien une escouade qu'on n'a pas jinxée, comme on dit, Alain, c'est celle-là parce que vraiment, elle est très bonne. Elle prend aucun point. Je crois que s'il faut remonter à la semaine 3 pour voir la dernière fois qu'ils ont pris plus de 22 points, ils ont affronté des très bons quarterbacks récemment et ils restent très solides. Voilà, il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs qui font des actions décisives et en effet, ça devient une équipe très très complète et très inquiétante pour les adversaires. Ouais, et puis pour le coup, ils n'ont toujours pas Zadarius Smith, qui était quand même un de leurs meilleurs joueurs l'an dernier. Donc vraiment costaud du côté de Green Bay. On enchaîne avec les Cowboys Falcons, 43-3 pour Dallas. Il n'y a pas eu de match. Les Cowboys qui sont parfaitement repris après leur défaite surprise contre les Broncos la semaine dernière. Dak Prescott a touché 10 cibles différentes à la réception. Les coureurs se sont partagés le boulot. La défense a étouffé Atlanta. On a de nouveau affaire à une des meilleures équipes de la NFC. On peut mettre de côté le petit pépin de la semaine d'avant. Et puis on est reparti. C'est les très bons Cowboys qu'on a vus pendant le début de la saison, Raphaël. Oui, c'est ça. Enfin, je suis d'accord. C'est le meilleur visage des Cowboys qu'on a vu depuis ce début de saison et qu'on avait vu en partie. Peut-être même encore meilleur, comme tu l'as souligné, avec ce côté distribution encore plus accentué pour Dak Prescott. En début de saison, on avait peut-être un peu plus le sentiment qu'il se basait à juste titre sur Cooper et CeeDee Lamb, qui sont 2 très bons receveurs. Là, on a quand même l'impression que le playbook s'est encore élargi, ouvert à ce niveau-là. Et après, en défense, il continue à faire des big plays, des interceptions pour changer le cours du match. McCarthy est quand même assez agressif dans son coaching. La semaine dernière, ça lui a peut-être coûté les 4e tentatives, mais là, à nouveau, il est reparti là-dedans. Cette fois, ça a marché, donc tant mieux pour lui. Non, ça, clairement, moi, je suis d'accord sur le fait que c'est une très bonne équipe en NFC et que faudra sortir une prestation défensive très costaud quand même
casser cette attaque parce qu'il y a quand même du matos, quoi. J'ai l'impression que Lucas avait envie de se moquer un peu quand tu parlais de Mike McCarthy. Ouais, bah, voilà, on sait l'amour que j'ai pour ce coach. Et il est agressif à 36-3. C'est un petit peu, c'est un petit peu facile. Après, je suis d'accord. Moi, j'ai vu une équipe de Dallas qui était vexée de la défaite qu'il ne devait jamais avoir la semaine dernière, qui est revenue à 100%, qui a décidé on a en face de nous une équipe des Falcons qui est moins bonne. On va le montrer à tout le monde. Et de la première à la dernière minute, même à 36-3, on va envoyer Prescott sur une course en 4e tentative. Il va aller marquer son touchdown. Et ça a montré que cette équipe-là est vraiment là. Et on parlait des Packers et des Cowboys, c'est une très belle semaine pour eux parce que les Cardinals perdent, les Rams perdent, les Buccaneers perdent, eux gagnent. Ils se replacent nettement en haut de cette NFC. Ce sont 2 équipes qui font une très belle opération cette semaine. 214 yards pour l'attaque des Falcons, 3 interceptions. Atlanta, on sait ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont forts avec les faibles et puis c'est difficile d'aller taper plus haut, non, pour Atlanta. Oui, c'est difficile d'aller taper plus haut. Il y a quand même, là pour le coup, si on compare par exemple aux Vikings, là je trouve que c'est surtout un manque de talent qui se fait ressentir, et notamment en défense, où tu sens qu'il y a des joueurs corrects, mais c'est trop limité à l'heure actuelle, que ce soit en profondeur, en talent. Donc fort avec les faibles, faible avec les forts, clairement. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Du lundi. Non, juste qu'il joue jeudi. Donc, Cordarrelle Patterson s'est blessé. Il faudra vérifier. Enfin, il faudra jeter un œil. Il joue les Patriots jeudi. Il joue les Patriots jeudi, ouais, c'est vrai. 49ers 31, Rams 10, 2 interceptions pour Matthew Stafford, défaite surprise. Les doutes de Raphaël ne sont donc pas levés sur Matthew Stafford cette année, j'ai l'impression. Non, ils sont pas totalement levés. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de ce qu'étaient mes doutes réels. Mais non, disons que cette équipe des Rams, là où elle m'embête un peu, c'est quand tu regardes le calendrier, au final, leur défaite, c'est contre les Titans, les Cardinals et donc là, les 49ers. Et leur seule grosse victoire, on va dire, même si on voit que semaine après semaine, c'est pas si évident que ça de battre les petites équipes, mais au final, leur seule grosse victoire, c'est contre Tampa Bay. Donc, si on vis-à-vis des favoris en NFC, ils sont sur un bilan de 1 victoire, 3 défaites. Il y avait Russell Wilson quand ils ont battu les Seahawks, j'ai un trou. Je crois que c'est le match où il se blesse. Je crois que c'est le match où il se blesse, ouais, sur un plaquage de Donald qui c'est tape la main. Ouais, donc, si tu veux, je suis pas. J'ai quand même. C'est une équipe qui est suffisamment forte, suffisamment talentueuse pour aller gagner plein de matchs et qui peut aller au bout parce que je pense qu'ils ont tous les éléments pour aller au bout. Mais pour le moment, sur le terrain, pour moi, c'est pas une équipe qui est encore au niveau attendu ou au niveau que tu peux espérer par rapport aux joueurs qui est sur le terrain. C'est peut-être un peu comme les Buccaneers l'an dernier. D'ailleurs, Brady arrive à l'intersaison, il leur faut peut-être un peu de temps pour, complètement. Ouais, ça peut être une des. Vraiment faire des trucs complets. Lucas, toi qui étais sur ce match pour le résumer, est-ce que, en dehors de Cooper Kupp, il y a tant d'armes que ça en attaque pour les Rams? Robert Woods s'est blessé et je pense que c'est important, même si Odell Beckham est arrivé. Et, clairement, pour l'instant, il ne peut pas le remplacer. On l'a vu dès le premier le premier drive, en tout cas, avec cette incompréhension et cette interception. Est-ce qu'il y a tant d'armes? Non, on a toujours dit que ce jeu au sol n'était pas forcément incroyable. Que maintenant, il y a Cooper Kupp. Il pourrait jouer tout seul, hein, qui serait incroyable. Je crois qu'il fait plus de 110 yards encore. Oui, il a encore 11 réceptions. Ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que y a pas, c'est pas l'attaque des Buccaneers quand on prend nom par nom. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a ce qu'il faut quand même. Il y a Tyler Higbee qui est un tight end qui fait l'affaire très bien. Voilà. Donc, je pense que c'est une question en effet d'automatisme, de prise de rythme. Il y a pas mal de drops sur 3e tentative qui casent certains drives dans ce match. Il y a Matthew Stafford qui est quand même relativement imprécis. Donc il faut prendre le rythme. Et puis, c'est la 5e défaite consécutive face à San Francisco. Sean McVay, il a vraiment beaucoup de mal face à Kyle Shanahan. Alors, Kyle Shanahan, justement, il nous sort un match à la Kyle Shanahan. Bonne défense, gros jeu au sol. On sait qu'il peut faire ça, c'est presque frustrant en fait. On revient dans ce cycle, alors c'est plus haut que Washington, mais on est dans le même cycle que l'an dernier, c'est-à-dire que les autres années, oui, c'est une année perdue, mais il y a eu plein de blessés, mais on sait qu'il peut faire ça. Elle n'est pas encore totalement perdue, hein. Les playoffs sont pas inaccessibles. Encore une fois, la 7e place, avec leur bilan, elle est. Oui, ils sont à 4-5, c'est vrai. Elle a une victoire, tu vois. Je veux dire, on a quand même, faut honnête, on lui a souvent tapé dessus, mais Garoppolo, depuis 2 matchs, est bon. Là, sur ce match, tu as quand même un bon Jimmy Garoppolo.
Et pour le coup, il a 2 top players. Il en a pas énormément, mais alors Kittle et Deebo Samuel sont deux top players de très très haut niveau. Enfin, Deebo Samuel, cette capacité qu'il a à casser des plaquages. Il y a quand même peu de joueurs dans la ligue qui gagnent. D'ailleurs, je crois qu'il est numéro 1 de la ligue en yards après contact. Bon, bah, du coup, il retrouve un peu. Et le retour de Jimmy Ward dans le backfield défensif fait du bien à l'opposé. Il y a des blessés qui reviennent un peu. Garoppolo commence à trouver du rythme, peut-être un peu piqué par la draft de Trey Lance. Moi, je dis que la 7e place me semble pas inaccessible pour eux. D'autant que le calendrier n'est pas délirant. Hein. Jaguars, Vikings, Seahawks, Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams. Ouais, ça, franchement, ouais. ça, Ils peuvent largement être à plus de 50% là-dessus. Ah oui. Donc, ils seraient en positif. Donc, avec 7 qualifiés pour les playoffs, c'est pas infaisable. Lucas, pareil, les éléments sont là. Oui, les éléments sont là et en effet, quand tout se met en place, ça donne un match comme ça, avec un bon jeu au sol, avec des drives qui sont longs, un tempo qui est maîtrisé, des passes courtes qui donnent la possibilité aux meilleurs joueurs de l'attaque, Raph l'a dit, Samuel et Kittle, de eux faire les actions. À partir du moment où on ne demande pas à Garoppolo de gagner les matchs, mais juste de ne pas les perdre, après on demande à Deebo Samuel et Kittle de les gagner et il y a un peu plus de chances qu'ils arrivent à le faire. Et il l'a fait, Deebo Samuel. Donc en effet, les 49ers ont les éléments. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à le faire semaine après semaine. La semaine dernière, c'est les pertes de balles qui les ont tués. Il faut arriver à être un peu plus constant, mais il y a une belle équipe, ça c'est sûr. Titans 23, Saints 21, l'équipe probablement la plus surprenante de la NFL compte tenu des circonstances, en tout cas, et des blessures, continue de tenir tête à tout le reste de la conférence AFC. Les Titans tiennent grâce à leur défense et leur équipe spéciale parce que l'attaque souffre quand même, il faut le dire. 264 yards pour eux sur ce match, 373 pour les Saints. Donc statistiquement, clairement, c'est une petite incongruité. Tennessee menait 20-6, les Saints sont revenus en fin de match, ils passent à une conversion à 2 points d'égalisé. Sans Alvin Kamara, ils ont quand même souffert pendant tout le début de match, ces pauvres Saints. C'est 2 équipes valeureuses qui se battent vraiment avec ce qu'ils ont, qui lâchent rien, qui sont plutôt bien coachés, qui sont gardés à flot par leur défense. Je ne sais pas trop quoi ajouter là-dessus, mais on va revenir sur l'attaque des Titans. C'est difficile pour l'instant. C'était difficile dans ce match, Lucas. Ouais, c'était difficile, mais en même temps, je crois que Ryan Tannehill était malade en début de journée, ce qui est forcément l'aide pas beaucoup. Et puis ensuite, c'est vrai qu'au niveau des skills players, Henry est blessé, Julio Jones est passé sur la liste des blessés, AJ Brown a été du coup très bien maîtrisé, et ça donne, quand on regarde les statistiques, le meilleur coureur, c'est Donta Foreman, et le meilleur receveur, c'est Marcus Johnson. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces hommes, mais moi, c'est vrai que j'ai pas forcément… Je sais que Donta Foreman était à la fac de Texas. Voilà. Et puis, c'était son CV. Et donc, il a été le meilleur coureur sur ce match. Non, mais voilà, je chambre un petit peu, mais c'est pour dire que c'est sûr que les skills players ne sont pas forcément les plus flashy. Du coup, ça donne des matchs un petit peu compliqués comme celui-là. Mais ils arrivent à gagner avec leur défense. Et ils ont passé les gros matchs. Ils avaient un très gros calendrier. Ils ont un calendrier beaucoup plus facile en fin de saison avec 2 fois Houston, les Jaguars. Ils ont passé cette grosse partie. Ils sont toujours en tête de la conférence. Il y a quand même beaucoup de voyants qui sont ouverts. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour eux, au final, plus que le contenu, les victoires, enfin, le contenu avec autant de blessés compte pas tellement à l'heure actuelle. Ce qui compte, c'est les victoires, ils les emmagasinent. Et là, ils vont être difficiles à déloger de la première place de l'AFC parce qu'ils ont commencé à prendre un petit peu d'avance. Et comme l'a dit Lucas, le calendrier paraît très facile sur la fin. Donc, si tu as en plus une semaine de repos pour laisser à tout le monde le temps un peu de revenir une semaine de plus, enfin… Bon, moi je suis d'accord, le match n'est pas bon dans le contenu, mais la dynamique reste bonne et c'est peut-être plus important. Petite précision d'ailleurs sur les conditions dans lesquelles ils jouent actuellement. Donta Foreman, donc, qui est leur meilleur coureur, et Adrian Peterson, qui est leur 2e meilleur coureur. Si je ne dis pas de bêtises, les 2 n'étaient pas dans l'effectif il y a 10 jours. Oui. Voilà. Adrian Peterson, ça commence à être compliqué malheureusement. Ouais, par contre, ça a été un peu dur. Ouais, mais il continue sa collection de maillots là. Il commence à en avoir une belle sur la fin de carrière. Là, il empoche tous les maillots. Le calendrier, comme vous en avez beaucoup parlé, je le dis quand même, ils vont enchaîner Texans, Patriots, Jaguars, Steelers, 49ers, Dolphins, Texans. En effet, il y a. C'est pas impossible qu'ils soient invaincus sur la fin de calendrier. Quand tu vois ça. Disons qu'on va dire que les Patriots, Steelers, 49ers sont les 3 difficiles.
Bah, Oui, Steelers, et quand c'est tu à vois à leur l'heure portée. actuelle, c'est à ta portée. Hein. Alors attention, je dis que c'est à leur portée. Je dis que voilà, c'est des matchs difficiles. Après, en effet, il y a Texans, Jaguars, Dolphins, Texans. Donc ça, c'est sûr que ces quatre-là, Lucas. Un tout petit mot, je ne sais pas, mais sur encore une fois, un roughing the passer sur les Saints qui est à la limite du scandaleux, qui est pour le coup, on a parlé des pénalités la semaine dernière, mais qui pour le coup là est très important parce qu'il annule une interception et plus tard il y a un touchdown. Donc bon, il faut le noter quand même. Bon, les Saints, un petit mot sur eux. Encore une fois, eux étaient carrément privés d'Alvin Kamara, donc sachant qu'ils n'avaient pas non plus Jameis Winston à la base, c'est pareil en termes de Ouais. difficultés offensives. Bon, ils ont produit des yards, ce qui a manqué vraiment, c'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. Ils reviennent bien hein, parce qu'ils sont un peu plus largués au score en début de match. Ils arrivent quand même à revenir. C'est là où, à mon sens, tu vois que l'équipe est bien coachée en fait. C'est dans ces moments-là que tu vois qu'il y a un bon coach derrière tout ça pour avec ces absences-là, réussir à produire ça. C'est à mettre au mérite de Sean Payton, même si la victoire n'est pas là. On passe aux Colts 23, Jaguars 17, match très physique, principalement porté par le jeu au sol. En l'occurrence, Jonathan Taylor qui marque le seul touchdown offensif des Colts. L'autre, c'est sur un punt bloqué. Les Colts qui font le boulot, mais j'ai l'impression que ça reste terriblement fragile en dehors de Jonathan Taylor, notamment Carson Wentz qui a encore une ou deux prises de décision un petit peu qu'on qualifiera de olé olé. C'est-à-dire que cette fois, la passe à la cuillère, elle est tombée dans les mains d'un attaquant, mais elle aurait pu tomber dans les mains d'un défenseur. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est fragile quand même en dehors de Taylor, quoi. C'est en effet pas particulièrement rassurant. Ils marquent rapidement dans ce match. Ils ont ce punt bloqué. Et puis ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors certes, la défense des Jaguars montre de belles choses. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'attaque des Colts... alors, c'est difficile de dire ça quand on voit le nombre de points qu'ils ont mis la semaine dernière face aux Jets. Mais c'était face aux Jets. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est en effet pas rassurant. Et là où il y avait une excuse pour les Titans de dire qu'il y avait beaucoup de blessés, là, il y a Taylor qui fait une super saison. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Et puis la tactique, tu disais, ils ont du mal à la suite, c'est parce que les Jaguars disent, bon, bah nous, on va blinder Taylor et battez-nous avec Carson Wentz, bon courage. Ouais, non, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire, effectivement. Je trouve que les Colts nous donnent un peu la même image depuis plusieurs semaines maintenant. C'est qu'il y a besoin du jeu au sol à tout prix pour passer. Une fois qu'il n'est pas là, ça semble un peu plus compliqué. Il y a une défense correcte, mais sans plus. Équipe moyenne tableau, quoi. Enfin, ouais. De l'autre côté, Trevor Lawrence est seul quand même. Il court pour sa vie, il n'a pas de cible. Contre une défense à minima honnête, c'est fini pour Jacksonville, quoi. C'est-à-dire que progrès de la défense, hein, on l'a dit, bonne nouvelle. Mais en dehors de ça, en attaque, c'est terrible, Raphaël, non ? Oui, c'est compliqué en attaque. Il y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, comme on peut dire. Et il n'y a personne qui progresse. En fait, moi, c'est un peu ce qui m'embête enfin, à mon sens, hein, c'est un peu ce qui m'embête au niveau de cette attaque. C'est que Trevor Lawrence n'a pas l'air de trouver vraiment d'alchimie avec aucun de ses receveurs. Je trouve qu'il n'y a pas de receveur avec lequel ça se démarque. On sent qu'il se passe quelque chose. On sent que. Donc, bon, c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas de numéro 1. Si tu lui donnes un vrai numéro 1, ça va peut-être aider. Je sais même pas s'il a un numéro 2 quand tu vois la liste des noms. Oui, il n'a peut-être pas de numéro 2 non plus. La ligne offensive est moyenne, le jeu au sol est moyen. Tu sais que je l'aime, hein, mais il a quand même lancé une passe à la Con Treadwell cette semaine. En 2021, normalement, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est sûr. Non, mais moi, effectivement, offensivement, rien ne progresse. Maintenant, de toute façon, la saison, ça sert juste à essayer de faire progresser malgré tout d'ici la fin de saison. Donc, Okay, tu vois un motif d'espoir, Lucas, ou on passe au match suivant ? Non, on peut passer au match suivant. Je suis le premier à taper sur Trevor Lawrence depuis le début de la saison, mais là, je trouve qu'il n'a vraiment pas été aidé par ses receveurs, notamment avec beaucoup de passes relâchées. Et puis, il n'y a rien autour. Dolphins 22, Ravens 10, c'était le match du jeudi. C'était aussi une grosse surprise. Alors, on l'a dit, hein, on a mis les Ravens à l'honneur. Enfin, on a mis Lamar Jackson à l'honneur dans l'émission du jeudi, donc ça n'a pas raté la nuit suivante. Bim, pire match offensif des Ravens depuis l'arrivée de Lamar Jackson. Donc, on ne fait pas à moitié, c'est pas un petit mauvais match. C'est le pire match offensif depuis l'arrivée de Lamar Jackson. Est-ce qu'on fait comme on aurait pu faire et qu'on l'avait déjà plus ou moins fait pour les Bills ou pour les Cowboys la semaine dernière ? On dit, bon, ils en ont lâché un n'importe comment, ils reviendront la semaine prochaine. Ou alors, est-ce qu'il y a un motif d'inquiétude pour Baltimore ?
Non, le motif d'inquiétude, c'est vrai que c'est qu'on a parlé de Lamar Jackson et qu'on lui a porté malheur, comme un petit peu Brady. Les deux qui étaient un petit peu dans le haut de la course au MVP Oui, c'est vrai. font un super Ouais. week-end, histoire de rebattre un peu les cartes. Non, maintenant, il y a une très belle défense de Miami qui a bien ciblé, qui a bien gêné Lamar Jackson. Voilà, je ne suis pas inquiet. Pour moi, ils l'ont lâché. Maintenant, voir juste si les équipes adverses ne vont pas s'inspirer de Brian Flores. Mais bon, ça fait quelques années qu'il est dans la ligue déjà, Lamar Jackson, et la solution n'a pas été forcément trouvée sur le long terme. Donc, Je suis un peu inquiet quand même de toutes les blessures au poste de coureur, de Ronnie Stanley. Ça fait beaucoup des fois. Beaucoup de blessures tout court, même, je trouve, Mm. du côté de Baltimore. Il y a facile de mémoire. Ils ont passé la stat, enfin l'image même pendant le match, ils sont à 6 ou 7 titulaires blessés en comprenant attaque et ça commence à faire. Alors, c'est pas les seuls, hein, bien sûr, mais ça commence aussi à faire beaucoup. Et du coup, c'est pas étonnant que tu passes à côté de certains matchs avec autant de blessures, je pense. Donc, je suis pas inquiet sur le fait global et le fait que je pense qu'ils vont remporter la FC Nord, par exemple. Voilà. Mais pour la suite, va falloir trouver d'autres solutions, quoi. Et puis tu vois, moi, enfin, je trouve qu'il y a quand même une certaine logique, c'est-à-dire que oui, il fait un mauvais match, mais c'est pas, on n'avait pas dit que tout était merveilleux dans l'émission. C'est-à-dire que moi, je le mettais MVP dans l'émission de jeudi. Pourquoi? Parce que je disais qu'il tenait cette attaque. Et le truc, c'est ça, c'est que il y a des jours où il pourra pas tout faire tout seul. Et là, c'était trop compliqué, donc c'est pas passé. Les Dolphins, donc on l'a dit, ont très très bien défendu, ça a énormément blitzé. Par contre, bon, ils ont aussi été aidés par les pénalités de Baltimore pour eux avancer en attaque. Donc le point positif, c'est vraiment la défense. En attaque, c'est Jacoby Brissett qui a commencé, c'était très 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 difficile. Lucas, vas-y. ouais, non, mais moi, je ne comprends pas. Je pensais que tu allais développer sur le fait que c'était Jacoby Brissett qui avait commencé, puis il se blesse. Du coup, c'est Tagovailoa qui rentre. Puis Brissett semble être prêt à rentrer. Alors, il y avait quelques images qui montraient qu'il avait l'air un peu mieux. Et puis finalement, c'est Tagovailoa qui reste. Mais en même temps, s'il pouvait jouer, pourquoi il n'avait pas. Voilà, la gestion est un peu surprenante quand même. C'est une drôle depuis l'an dernier, c'est un peu étonnant, hein, d'ailleurs, la gestion de Tagovailoa par Brian Flores. Bon, je pense qu'on fait comme avec les Broncos ou les Jets la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils ont gagné par surprise, on va peut-être attendre avant de s'emballer. Ouais. Mais, même si défensivement, c'est mieux depuis 2-3 matchs, Oui. ça c'est sûr. Défensivement, oui. D'ailleurs, ils jouent les Jets la semaine prochaine, donc défensivement, a priori, ils devraient engranger un peu de confiance encore. Ouais. D'ailleurs, offensivement aussi, on va en parler. D'ailleurs, oui, justement, tiens, Jets 17, Bills 45. Les Jets sont la première équipe à autoriser 3 fois 45 points en 4 matchs depuis 1966. Bon, alors en 66, on jouait dans des champs de patates et tout ça, c'est différent. Mais ils ont autorisé 1890 yards en 4 matchs. C'est le pire total sur 4 matchs de l'histoire de la franchise. Peut-on remettre en cause le génie défensif de Robert Saleh? En tout cas, il n'a pas de solution. C'est vrai que quand on regarde le nombre de yards qu'ils encaissent face aux adversaires, c'est incroyable. Et en plus, il y a le retour sur terre de Mike White. Oui, vraiment, cette équipe, elle est... En tout cas, leurs supporters doivent vivre une saison très compliquée. Ouais, après, ils ont l'habitude, donc je sais pas, toute chose étant relative. Les mauvaises langues sur Brandon Saleh te diraient qu'en dehors d'une saison statistique extraordinaire à la tête de la défense des 49ers, le reste, c'était tout le temps dans les bas-fonds de la ligue et qu'il a dû accumuler les pics et les premiers choix sur la ligne défensive avant que ça performe. C'est ce que les mauvaises langues te diraient. Je ne vais pas dire que j'en suis une, mais je vais attendre encore un peu. Non. Il a Après, Williams. ouais, c'est ça. À la décharge, ça regorge pas de talent en défense du côté du côté de. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi un peu la stratégie des Jets dans le sens, l'an dernier, ils ont mis quand même beaucoup, cette intersaison, ils ont mis beaucoup sur l'attaque. Wilson, ils ont fait venir des cibles, ils avaient drafté avant le tackle. Peut-être que là, le prochaine étape, cette intersaison, c'est la défense et de se dire que cette année, c'était juste. Ça a tellement bien marché, ça a tellement bien marché avec l'attaque que ce serait dommage de ne pas enfiler avec la défense. Oh mon Dieu, les pauvres. J'essaie d'être positif. Non, mais oui. Du coup, est-ce que c'est significatif cette performance des Bills? On a un beau Stephon Diggs, 162 yards, mais face à des portes ouvertes comme ça permanentes, c'est un peu compliqué de juger, Lucas. Oui. Pour moi, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire la semaine dernière, c'est-à-dire arriver, jouer leur football et voilà, dominer du début à la fin. Ils ne l'ont pas fait la semaine dernière, ils ont réussi à le faire cette semaine, mais c'est vrai que j'en tire pas d'énormes indications.
Bon, et Raphaël l'a dit, 4 interceptions pour Mike White. Donc, a priori, ils cherchent encore leur quarterback. Enfin, Zach Wilson aura encore sa chance, quoi. Steelers 16, Lions 16. On a le premier match nul de la saison. Et puis, alors, vraiment nul pour le coup. Est-ce que le seul bon point de ce match, c'est qu'on n'aura plus à entendre les gens qui veulent que Roethlisberger prenne sa retraite sur le champ? Ouais, Parce que là, peut-être. ne pas battre les Lions, je sais que t'es Mason Rudolph, je sais que machin et tout ça, mais c'est faute professionnelle. Mais c'est surtout que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment ça se fait qu'il est toujours quarterback remplaçant des Steelers. Mason Rudolph, C'est dingue, hein. ça fait quelques matchs qu'il joue et qu'on sait ce qu'il vaut. Et il est toujours là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'excuse de dire on ne l'avait jamais vraiment testé en réel. Il a déjà fait des matchs et il a montré ce qu'il valait et surtout ce qu'il n'était pas capable de faire. Et là, il le prouve de nouveau. Et lui n'a pas l'excuse de dire je connais pas le système, je suis pas là depuis longtemps. C'est sûr. Donc, bon, il a 30 sur 50, 242 yards, un touchdown, une interception. Après, il n'est pas aidé, hein. Il y a des cagades terribles dans l'équipe d'à peu près tout le monde, hein, dans ce match. Le fumble de Pratt Freiermuth sur la dernière action du match, c'est vraiment le pompon au moment où il doit sortir pour aller chercher éventuellement le petit goal de la victoire. Surtout qu'il essaye même pas de sortir. J'ai l'impression qu'il oui, recoupe. Qu'est-ce qu'il fout? Enfin, c'est une succession d'erreurs horribles, ce match. Alors, heureusement, pour Mason Rudolph, il n'est pas le pire quarterback du jour. C'est ça qui est terrible dans ce match. Jared Goff en face, 14 sur 25, 114 yards. Il était à 80 yards au milieu de la prolongation. Hein. Alors, apparemment, il était blessé. Mais dans ce cas-là, sortez-le, quoi. C'est pas comme si c'était le meneur leader incontesté de cette attaque. Non, mais c'est ça, c'est pas Brett Favre, quoi. Tu vois, c'est pas genre, ouais, il joue sur une jambe, mais il va nous porter à la victoire. C'est Jared Goff. C'est-à-dire que. Enfin bon, voilà quoi. Ou alors, moi je dis, soit tu sors Jared Goff, soit tu sors DeAndre Swift, parce qu'il ne mérite pas de s'emmerder à empiler 130 yards pour une attaque aussi pourrie si tu laisses Jared Goff. Tu vois, sortez DeAndre Swift, donnez-lui un coca, laissez-le se détendre. Moi je. Non, bon, il y a des choses à dire sur ce match en fait. Juste peut-être la blessure de TJ Watt à voir, parce qu'on sait à quel point il est très important dans cette défense, et quand il n'est pas là, ce que ça peut faire, ou en tout cas ce qui peut manquer, surtout quand on voit le calendrier des Steelers. Alors je ne l'ai pas noté, je ne suis pas sûr que ça soit dans l'ordre, mais ils jouent les Chargers, ils jouent Cincinnati, ils jouent Baltimore 2 fois, Kansas City, les Titans. Voilà, on parlait d'un calendrier un peu plus facile tout à l'heure. Il aurait peut-être fallu prendre la victoire là. Là, ça va être compliqué. Ouais, ça va en effet être très serré. Il n'y a aucun match facile qui reste. Je te donne l'ordre si tu veux, c'est Chargers, Bengals, Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns, Ravens. Donc, je ne sais même pas s'ils sont favoris en l'état actuel dans aucun de ces matchs. En tout cas, ça va être, va falloir. Compliqué. Ouais, ça va être serré. Je vous donne la stat. Jared Goff, c'était 0-15 en carrière sans Sean McVay, c'est-à-dire avec Jeff Fisher et avec Dan Campbell. Alors oui, je sais, c'est pas les plus forts. Bon, pour moi, dans mon esprit, ça fait 0-16. Hein, c'est pas une victoire. Donc il a toujours pas gagné. Non, ça ne pas. Voilà, il a toujours pas gagné sans Sean McVay. On termine avec Broncos 13, Eagles 30. Bon début de match pour Jalen Hurts et les Eagles. 2 touchdowns de Devonta Smith, un touchdown défensif de Darius Slay pour boucler l'affaire. Jalen Hurts, Devonta Smith, tu parlais de jeunes quarterbacks qui trouvent des repères. Alors il n'est pas en première année, Jalen Hurts, mais on parlait pour Trevor Lawrence. Bon là, avec Devonta Smith, Jalen Hurts, il s'est trouvé quelqu'un, Raphaël. Ouais, il s'est trouvé quelqu'un. J'ai même envie de dire qu'il s'est presque trouvé lui-même depuis 2 semaines, parce qu'il joue quand même de manière beaucoup plus propre. On lui demande aussi moins de choses. Le coach des Eagles, qu'on a beaucoup critiqué en début de saison, a mis un peu d'eau dans son vin et a un peu modifié son attaque pour mettre dans de meilleures conditions son quarterback, et ça a réussi. Alors ça pose peut-être d'autres questions sur quel est l'avenir de Hurts, des Eagles avec lui sur le long terme, si tu en demandes pas trop à ton quarterback. Mais en tout cas, manifestement, pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche très bien. Depuis 2 semaines, ça marche bien. Ils sont très bons en attaque. En défense, ils ont retrouvé aussi un peu de mojo à l'image de Darius Slay. C'est pas mal, moi je trouve les Eagles depuis 2 semaines, franchement. Il y a ce jeu au sol qui écrase tout. 214 yards dans 40 courses, c'est 40 courses, 23 passes. On n'est pas tout à fait à l'équilibre. Mais Lucas, au moins, ils ont un plan de jeu, ils appliquent, c'est efficace. C'est ça, ils se sont trouvés une identité, je pense. Et voilà, au moins ils la suivent et ils arrivent à gagner des matchs. La preuve, en effet, le jeu de course est très bon. Jalen Hurts a un peu moins de pression et est très bon. Il a une belle alchimie avec Smith. Donc, ils ont trouvé une identité. Maintenant, il faut qu'ils progressent sur ça. Mais c'est de bon augure pour les Eagles. Est-ce qu'on a appris quelque chose sur les Broncos, en dehors du fait qu'il ne faut pas trop qu'ils soient menés dans l'idéal?
La Non. semaine dernière, ils avaient battu une équipe qui était censée être plus forte qu'eux. Ils perdent là contre une équipe qui était censée peut-être être moins forte qu'eux. C'est l'inverse de ce qu'on voyait depuis le début de la saison. C'est vrai que pour le coup, oui, ils sont particulièrement imprévisibles, hein, les Broncos. On passe au top et au flop. Moi, je vous préviens, je suis chaud. Autant il y a des semaines où c'est dur à trouver, autant là, j'ai du matos. Je préviens d'avance. Raphaël. Et ben moi, sur le top, j'en ai parlé, mais sur Deebo Samuel, le receveur des 49ers, qui est quand même... alors, c'est peut-être pas le receveur qui a le plus de capacité sur les routes, les tracés différents, c'est pas le plus physique, c'est peut-être pas le plus... c'est peut-être pas le meilleur partout, en fait, mais à la fin, dans le rendu sur le terrain, bah, moi, je le trouve quand même assez fantastique, sa capacité à créer des big plays, même à être efficace à la course, hein, parce qu'il lui donne aussi des courses. Là, il lui donne 5 courses pour 36 yards, donc il a quand même une petite moyenne de 7 yards par course, ce qui n'est pas mauvais. Touchdown. Et un touchdown. Et ouais, cette capacité à casser les plaquages, à esquiver, moi, je le trouve vraiment... Tu me demandes à l'heure actuelle qui est sur ce qu'on voit depuis le début de saison un top 5 receveur, bah, je suis pas loin de penser qu'il est dans le top 5 sur ce qu'on voit depuis le début de saison. Ah, non, mais il est complet. Hein. Moi, ouais. Lucas, ton top. Moi, mon top, c'est le touchdown qui n'en était pas un de Robert Hunt, le lineman offensif de Miami. Je ne sais pas si vous avez vu cette image face aux Ravens, mais voilà, rapidement, je l'explique pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'était une screen pass pour le running back. Donc, je ne sais plus qui c'était, mais en fait, le lineman offensif qui était en train de protéger a carrément... En fait, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit que le jeu était pour lui. Il s'est retourné, il a attrapé le ballon, il a couru vers la end zone, il s'est fait plaquer, mais en se faisant plaquer, il a tendu le bras pour le touchdown. Alors, c'était pas un receveur éligible, donc le touchdown n'a pas été accepté, mais c'était incroyable de voir ça. Ça semblait naturel pour lui de se retourner, d'attraper ce ballon, de partir pour le touchdown. J'ai trouvé ça magnifique. Je suis déçu qu'il n'ait pas été accepté, mais c'était très beau. Moi, alors j'ai 2 tops. Je vous dis, j'ai des trucs qui me sont tombés sur les genoux. Alors, j'en ai un, j'ai de la musique normalement. Alors, je tiens à dire que dans mes tops de la semaine, j'ai le camarade Tom Brady. Puisque le camarade Tom Brady s'est élevé contre les patrons cette semaine, il faut le dire. Tom Brady qui a dit, je cite, « Les propriétaires obtiennent tout ce qu'ils veulent. Nous avons besoin d'un syndicat fort. » Des mots qui lui ont valu immédiatement, évidemment, la fin de son amitié avec Donald Trump. Donc voilà, Tom Brady qui se découvre. Alors, c'est un top et un flop à la fois parce que, en fait, je ne doute pas de la sincérité de Tom Brady. Peut-être qu'il a parlé comme ça pendant les négociations du dernier CBA, mais si ce n'est pas le cas, j'ai tendance à dire que soit il arrive 2 ans trop tard, soit il arrive 7 ans trop tôt. Mais le CBA, il a été signé il y a 2 ans pour 10 ans. Il n'y a rien qui va changer. Donc voilà, c'est dommage. Mais c'est bien qu'un joueur de ce poids-là s'implique. C'est bien. C'est ce qui a probablement manqué pendant les négociations du dernier CBA. Donc voilà, et je trouvais ça assez drôle de voir Tom Brady en défenseur de la cause. Est-ce qu'il parlait moins parce qu'il était chez les Patriots avant? Est-ce que je sais pas, il y a plein de joueurs qui ont tendance à plus parler quand ils quittent les Patriots. Ce qui est vrai, c'est qu'on en parle souvent entre nous, mais du côté de la NBA, les joueurs qui sont les plus vocaux à ce propos-là sont les joueurs majeurs. Et qu'en NFL, on attend un petit peu des joueurs majeurs dans ce domaine-là. Bah, c'est ça. Le patron du syndicat, c'était qui? C'était c'est un lineman offensif des Browns, je crois. C'était pas J.C. Tretter. Je crois qu'il est le patron du syndicat des joueurs. Ouais. Enfin voilà, mais donc le fait même qu'on ait, comme dit Lucas, c'est LeBron James en NFL qui parle, ou Chris Paul. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas. Donc voilà, mais c'est bien, tant mieux pour Tom Brady. Après, ceci étant dit, il ne faut pas exclure qu'il soit encore là en NFL dans 7 ans quand le prochain CBS sera en égo. Hein. Donc là, à mon avis, il monte sur la table, couteau entre les dents, ça va être incroyable parce que là, il sera complètement libéré. Hein. Je pense que dans 7 ans, il n'y en a plus rien à faire. J'ai un deuxième top, je me permets, parce que celui-là, il est tombé. En plus, on vient d'en parler, mais d'habitude, je ne suis pas dans les polémiques. Tu vois, sur le site, je dis toujours au rédacteur, les articles de mecs qui réagissent à ce que machin a dit, on s'en fout, tu vois, si ce n'est pas un joueur ou un truc. Mais bon, je vais avouer que j'ai un petit faible pour Rex Ryan. Et quand Rex Ryan dit un peu ce que Raphaël a dit tout à l'heure, hein, la défense des Jets, c'est horrible. Merci de ne pas comparer Robert Saleh avec moi, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas dans la même ligue.
J'aime bien Rex Ryan, il me manque. Franchement, il me manque. Tu vois, comme la NFL est plus drôle quand Cam Newton est là, la NFL est quand même un peu plus marrante quand Rex Ryan est coach. Et alors, je vous le dis, hein, il a dit. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a dit sur Robert Saleh, il a dit ce gars est censé être un gourou défensif. J'ai tout entendu sur ce coup-là et je le prends personnellement. Ce que j'ai entendu, c'est que ce gars me ressemble, mais sans les mauvais côtés. Eh bien, il faut un peu de mauvais côtés quand même parce que cette équipe joue sans cœur. C'est ce qui me déçoit. Ne me comparez jamais à ce gars, à ce Robert Saleh. Donc voilà, il y a de la punchline en plus. Parfois, il faut les mauvais côtés et tout. Enfin, il assume son côté bad boy en plus, Rex. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, Rex Ryan me manque et c'est un top. J'ai vu ça passer vite fait. Et Raphaël me l'a rappelé en fait quand il parlait des mauvaises langues qui critiquaient Robert Saleh, puisque c'est exactement Rex Ryan qui a dit en dehors d'une saison, il a été dans les bas-fonds de la ligue en permanence. Donc ne me comparez pas à lui parce que moi j'étais tout le temps bon. Et c'est vrai que Ryan dit moi aussi j'avais un quarterback rookie, j'avais Mark Sanchez. Donc c'est vrai que dans les faits, il marque des points, Rexy. Le flop, Raphaël. Le flop, c'est Pete Carroll qui a fait une sortie pas terrible où il a accusé, oui, il a quand même mis en partie la défaite des Seahawks sur les arbitres face à Green Bay. Je trouve jamais ça très bon quand il y a une ambiance un peu de défaite au sein d'une franchise, qu'il y a des joueurs qui en ont un peu marre, des envies d'ailleurs, et qu'un coach commence à remettre les défaites sur le dos des arbitres. Voilà, on s'était déjà posé la question d'un changement de cycle à Seattle. Est-ce que c'est pas ce genre d'élément aussi qui fait qu'on s'y approche parce que, attention, hein, les arbitres sont mauvais en NFL à l'heure actuelle. Il y a des fautes sur tous les matchs, il y a des erreurs d'arbitrage absolument tous les week-ends, partout. Mais quand le coach en vient à parler de ça, pas serein quand même. Très bon teasing de l'émission de jeudi sur Seattle, Raphaël. Lucas. Oui, alors que, pour prendre le contre-exemple, Sean Payton a lui décidé de vraiment pas parler du fameux roughing de passeur fantôme dont je parlais, et lui a décidé de pas mettre la défaite sur ce coup-là, et c'est vrai que ça donne un bon contre-exemple à ce que tu disais, Raph. Lucas, ton flop. Moi, un flop, c'est aussi une image, c'est le plaquage fantôme de Bridgewater. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur le fumble de Darius Slay qui récupère pour renvoyer un fumble en plus important. Hein. Je crois qu'il y a 20-13 à ce moment-là. Il ne va pas se blesser sur ça, ça sert à rien. Non, c'est pour ça que je voulais le dire. Mais oui, mais qu'il fasse au moins mine de le faire. On avait beaucoup critiqué Cam Newton lors du Super Bowl de ne pas être jeté sur. J'allais te dire, c'est le week-end du retour de Cam Newton à Carolina. Est-ce que c'est pas un hommage? Bah alors là, c'est un très bon hommage parce que, alors je suis d'accord, il ne va pas se blesser. On critique par exemple Prescott sur une 4e tentative qui s'en va la tête la première et on se dit il faut qu'il reste en bonne santé. Et je suis d'accord. Mais là, fais au moins mine de faire quelque chose, d'être dépassé. On n'attend pas à ce que tu sortes un plaquage à la Aaron Donald. Mais là, c'était vraiment allez-y, monsieur, c'est là-bas, la end zone. Écoutez, moi je vais finir, je vais à l'encontre de tous mes principes, parce que j'ai dit que j'aimais pas faire les réactions de réaction. Là, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais bon, il y a une de mes marottes, c'est les matchs nuls, évidemment. Quand il y a un match nul, je suis pas content. Je vais implorer la NFL pour qu'elle mette les règles NCAA. Je veux dire, il y a même des joueurs qui savent pas qu'on peut faire match nul, ce qui est quand même délirant. Quand Najee Harris dit, je savais pas qu'on pouvait faire match nul. Non, mais tu vois, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas, c'est comme. Pour moi, c'est pas la faute de la ligue. Enfin, tu vois, il y a un moment. Non, ça, c'est pas la faute de la ligue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, mettez un truc où ils se départagent, les attaques chacune leur tour en NCAA, je trouve ça très bien. Franchement, est-ce que vraiment, là, sur ce qu'on a vu, il y a une des deux équipes qui méritait de repartir avec une victoire pour la course au playoff? Bah, moi, je trouve pas. Franchement. Ouais, mais du coup, elles repartent pas avec une défaite non plus. Ce qui veut dire qu'ils auront un avantage, tu vois, sur certains calculs. Ouais. Donc. Moi, je trouve que la règle NCAA est très bien et je mettrai ça. Après, en fait, c'est pas tant ça. C'est que vous avez parlé de l'arbitrage et voilà, c'est pareil. Moi, j'en parle jamais d'habitude, mais la NFL en général, il y a quand même un truc qui est assez gênant maintenant, c'est qu'en effet, ils n'en ont plus rien à faire. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ego ou de l'hubris des dirigeants qui se pensent vraiment intouchables et que tout peut passer, mais il y a en effet un problème maintenant majeur avec l'arbitrage. Tout le monde le voit, sauf eux. Les règles, que ce soit sur les célébrations, que ce soit sur les roughings de passeurs, que ce soit sur plein de trucs, il y a des erreurs tout le temps, donc c'est ridicule. Et quand on le voit, même les sanctions, quoi. Je veux dire, cette semaine, on s'est retrouvé avec un CeeDee Lamb qui prend plus d'amendes pour avoir mal foutu son maillot que Aaron Rodgers qui prend une amende pour avoir violé le protocole Covid. Il y a des amendes pour certains trucs, pas pour d'autres. Enfin, il n'y a plus aucune cohérence et on dirait que la NFL s'en fout. Et voilà, que ce soit pour l'arbitrage, pour les pénalités, que ce soit pour… Alors, deux choses.
Juste deux choses. Moi, je pense qu'il y a, sans faire trop de jeunisme, mais il y a peut-être un problème avec des arbitres sur le terrain qui ont 70 ans, 75 ans, comme on voit chaque semaine. Enfin, C'est bon, vrai. je sais pas, il y a quand même peut-être un souci là-dessus. Mais tu sais qu'ils Et sont toujours deuxième pas à ch- plein temps. Bah oui, non, mais ça aussi, ne pas avoir des C'est arbitres un à plein délire. temps, prendre des contractuels le samedi matin pour le dimanche, c'est peut-être aussi un des autres problèmes. Et le deuxième problème, je pense que Goodell, avec un billet sur 9 ans et un salaire de 32 millions par an, je comprends qu'ils s'en foutent. En Oui, fait. non, mais en fait, c'est ça. Le mec, il est en autopilote. Non, mais oui, tu vois, rien que le fait que les arbitres soient pas tous à plein temps, c'est incroyable. Tu as une ligue à 12 milliards de dollars par an. Tu peux pas foutre 10, 15, 20 mecs en temps plein. Et qui révisionnent toutes les semaines leurs erreurs C'est et qui ça. repartent. Ouais. Qui ont un centre d'entraînement dédié, qui s'entraînent ensemble, qui revoient les vidéos de match ensemble, qui débriefent ensemble, qui peuvent parler de leurs erreurs et être constructifs. C'est un délire, quoi. Je veux dire, tu dois avoir un pool de, je sais pas, 30, 40, 50 arbitres à temps plein, et voilà. Et ça me semble pas être délirant de dégager quelques millions de dollars pour ça, quoi. Donc voilà, je trouve que ouais, autant d'habitude, je ne vais pas sur ce terrain-là, mais la gestion de la NFL en ce moment me semble complètement déconnectée de ce que les gens voient, quoi. Et les gens s'en rendent compte maintenant. Donc c'est dur pour leur crédibilité, je trouve, ces dernières semaines, hein. C'est un peu raide. Voilà, messieurs. On a terminé l'épisode numéro 400. Je suis désolé, j'étais un peu d'une grave sur la fin. On a senti que tu étais animé, mais par contre, je suis content que ça soit toi qui l'aies fait, parce que comme ça, c'est toi qui recevras l'amende de la NFL. Exactement. Non, mais tu vois, voilà, on en est à des trucs comme ça où tu vois, les coachs ont peur de parler ou un tel. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est que tu peux rien dire. C'est très autoritaire en plus. C'est ça qui est fou. C'est que dans le côté de déconnecter, en plus, ils sont autoritaires. Donc. Et zéro transparence, on en revient, tu vois, les enquêtes, quand un joueur est coupé ou sur la liste d'exemption du commissionnaire, ou sur... il y a tellement de choses qui ne sont pas claires, c'est assez gênant, je trouve, de plus en plus. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 450 du podcast Touchdown Actu. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Les fêtes de Noël approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux pour les vêtements, chaussures et accessoires. Et évidemment, pour ce qui est NFL, ils ont aussi des maillots et des casquettes. On remercie tous ceux qui nous écoutent. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Francis D et Soif99 cette semaine. Je précise que les badges sont arrivés dans le Tipeee, donc à la place des pins. On est passé des années 90 aux années 2000. Bim, petit upgrade. Je vais pouvoir mettre ça sur mon Eastpak pour aller au lycée en 2003, comme je le faisais. Donc voilà, pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Elvola, @Raphaël_TDA et @AlainMattei pour les personnels sur Twitter. Et toute l'actu de la NFL, donc on l'a dit, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. On se retrouve jeudi, je ne sais plus si c'est Victor, je crois, avec moi. C'est Victor ou Lucas? C'est Victor. Et on parlera donc des Seattle Seahawks. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.